Marie-Antoinette avait un goût pour le théâtre, l'une des passions de la bonne société française, tout comme la jeunesse de son temps. La passion pour les planches remonte à sa plus petite enfance. Pratiquer les arts chez les Habsbourg était une tradition familiale. À moins de 4 ans, l'archiduchesse Antonia, comme elle était appelée à l'époque à la cour de Vienne, revêtue d'une belle robe de cour, participait déjà à un petit spectacle en l'honneur de son père, François Ier. Elle se rappelait ainsi les cours de déclamation que lui faisait donner sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, afin de la former à la prononciation française. La déclamation, c'est l'art de réciter devant un public un texte de manière expressive, un exercice d'éloquence en présence d'un public. Plus tard, lorsqu'on songera à la préparer à sa future entrée à Versailles, on lui donna pour professeur 2 acteurs, Aufresne pour la prononciation et un nommé Sainville pour le goût du chant français. Un choix qui déplaît à la cour de France. Cet amour de la scène ne la quitte pas. Devenue dauphine, Marie-Antoinette interprétait avec ses beaux-frères et ses belles-sœurs toutes les bonnes comédies du théâtre français. Cette activité se passait dans le plus grand secret, pour échapper à la censure de Mesdames Tantes, donc les filles de Louis XV, et à l'interdiction subséquente de Louis XV. Avant elle, Louis XIV était aussi un très grand amateur et ne se privait pas du plaisir de monter quelquefois lui-même sur les planches. Même Madame de Pompadour maintenait la tradition et devint la vedette de spectacle. Ceci était réservé à quelques invités privilégiés que l'on donnait au pied de l'escalier des ambassadeurs. La dauphine avait même dans les plus grands secrets monté une petite troupe, seulement composée de ses beaux-frères et belles-sœurs, qui s'amusaient à jouer dans quelques cabinets d'entresol les meilleures comédies du théâtre français. Quand elle est devenue reine, elle fut chargée par Louis XVI, son époux, de conduire la programmation du théâtre de la cour, ce qu'elle n'hésitera pas à remettre au goût du jour. L'Opéra de Versailles était un théâtre de cour où on ne jouait que dans des circonstances solennelles, à l'inverse du théâtre de société qui lui était plutôt destiné aux proches et aux amis. Avant d'avoir son théâtre, Marie-Antoinette fit construire dans la galerie du Grand Trianon un théâtre provisoire, composé d'un vestibule, une salle semi-circulaire, une avant-scène et une scène en tréteau. On y joue en août La Bonne Femme et le duel comique, mais la reine ne se satisfait pas de cette installation et demanda au printemps suivant le transfert des châssis vers l'orangerie du Petit Trianon. On y donna une représentation le 23 juillet 1776, à laquelle assistèrent le roi et ses 2 frères, la comtesse de Provence et Mesdames Tantes. La comédie française et la comédie italienne participèrent à cette représentation. Durant l'année 1777, Marie-Antoinette donna l'ordre à Richard Mick de lui proposer un projet, qui était inspiré de la petite salle du château de Choisy, construite par Ange-Jacques Gabriel, un projet qui fut vite adopté. Les travaux du théâtre de Marie-Antoinette par Richard Mick commencent donc en juin 1778, et se finissent en juillet 1779. Sa construction coûta alors 141 200 livres. On utilisa l'emplacement d'une ancienne serre du jardin botanique de Louis XV, à quelques mètres à l'est de la ménagerie. Il est donc situé dans le domaine du Petit Trianon, dans le parc du château de Versailles, dissimulé entre les charmilles du jardin français et les hauts arbres du jardin alpin, qui a été érigé entre 1778 et 1781 par Richard Mick également. Pour échapper au caractère contestataire que l'Église attribuait au théâtre, sa construction se présente comme un simple volume rectangulaire avec un toit en ardoise à 4 pans percé de 15 lucarnes. On soigna néanmoins l'entrée avec une exèdre pavée en damier, qui fut précédée de 2 colonnes ioniques, se caractérise notamment par son chapiteau à volute, par son fût orné de 24 cannelures et par sa base moulurée. L'entrée comporte un fronton triangulaire, orné en tympan d'un génie d'Apollon. Pour rejoindre l'allée neuve, on avait dressé une armature de treillage, couverte de toiles de bise, permettant de relier le théâtre au château, afin de se protéger des intempéries et surtout du soleil, et ainsi conserver son teint de lait. Auparavant, le sculpteur Joseph Deschamps avait proposé d'intégrer au fronton les attributs des 4 poèmes, lyrique, héroïque, tragique et comique. Mais on préféra l'enfant couronné de laurier et tenant une lyre, qu'il sculpta en pierre de Conflans. Les emblèmes de la comédie et de la tragédie furent néanmoins ajoutés aux 2 côtés. L'intérieur, en revanche, fut richement décoré, du moins en apparence, car les sculptures de Deschamps étaient de carton-pâte, c'est-à-dire faux, factice, qui n'est qu'une apparence.
ou de plâtre avec des suspentes en fil de fer, et les peintures en trompe-l'œil. Marie-Antoinette avait en effet promis que la dépense serait faible, et le roi n'avait d'ailleurs pas hésité à faire usage de sa cassette personnelle, sans doute aux fins de participer aux frais de tenture et de menuiserie, dont la dépense non connue revenait au garde-meuble bonne foi du plan. La scène fut construite dans des dimensions permettant de recevoir les décors utilisés au théâtre de la Belle Cheminée, au château de Fontainebleau ou au château de Choisy et de Bellevue. La largeur d'ouverture du cadre de scène fut donc imposée à 7 mètres, comme à Fontainebleau, et la largeur totale du bâtiment fut déterminée à 13 mètres. Le rideau d'avant-scène, seul luxe décoratif, était fait de gros de tours, bleus à franges d'or. Le machiniste Pierre Boulet, inspecteur des théâtres du roi et élève de Blaise-Henri Arnoux, avait fait construire une machinerie des plus modernes. La peinture du plafond, exécutée par Lagrenet, et figurant Apollon au milieu des Grâces et des Muses, fut terminée en juillet 1779. L'extérieur du bâtiment a l'apparence d'une dépendance, style antique, de par les colonnes et le marbre, contraste avec la décoration sophistiquée de son intérieur, paré de soie et de velours bleu, et de sculptures dorées, faites en carton-pâte. Il est inauguré en 1780, 10 ans après l'ouverture du Grand Théâtre, appelé l'Opéra Royal du Château de Versailles. Le théâtre de Trianon est épargné lors de la Révolution française, car il est jugé sans valeur. Plusieurs reines et impératrices, Marie-Louise, Marie-Amélie et Eugénie, se sont au cours du XIXe siècle approprié le lieu, devenant en quelque sorte l'apanage des femmes. Affecté au musée, il est très peu visité, car il ne se fait qu'avec la visite guidée du Petit Trianon. Après quelques campagnes de restauration, il est resté intact jusqu'à aujourd'hui, y compris sa machinerie, exemplaire quasi unique du XVIIIe siècle. La première représentation sur la scène du Théâtre de la Reine fut donnée le 1er juin 1780. Mais l'inauguration solennelle se déroula le 1er août suivant. Sur insistance de la reine, l'entreprise se voulait privée, et la troupe se limitait à quelques membres de la famille royale ou intimes de la cour, au risque d'animer jalousie et rancœur au château. On la surnommait parfois la troupe des seigneurs. Les membres de leur suite, les dames du palais ou les grandes charges, n'y étaient pas conviés, et le parterre du théâtre était simplement constitué de gens du service en sous-ordre, qui ne se privaient pas de répandre des critiques. Marie-Antoinette en profitait pour imposer ses choix. Même si la coutume voulait que l'on n'applaudisse pas en sa présence, elle l'avait finalement permis et même encouragé, ce qui montre un peu plus son désir de s'éloigner du protocole rigide de la cour. Une action est d'ailleurs représentée dans le film de Sofia Coppola de 2006, dont je vous présente un extrait. Mais les spectacles auxquels assistait assidûment le roi se voulaient avant tout un divertissement, et se poursuivaient après 9 heures du soir par un souper de la famille royale. Il s'agissait d'un théâtre moderne où on jouait des pièces et de la musique moderne, au contraire de l'opéra royal où on ne représentait que de la musique ancienne, ce qui créa une querelle entre gluckistes et piccinistes, atteignant même le petit théâtre. Mais c'est la comédie qui dominait les représentations. Marie-Antoinette, qui aimait aussi chanter sur scène, d'une voix qu'on disait juste et fraîche, venait parfois écouter ses compositeurs préférés comme André Grétry, qui fut son directeur de la musique particulière, ou François-Joseph Gossec. Le régisseur du théâtre était Pierre-Dominique Berthollet, beau-père de Madame Campan, femme de chambre de la reine. Cette petite salle de comédie est pour la reine un lieu secret, se trouvant dans son domaine, et donc loin de la cour de Versailles et de ses tourments. Elle vient jouer elle-même la comédie, au sein d'une troupe réduite à son entourage intime, en souvenir de son goût depuis l'enfance pour le théâtre et la déclamation. On y interprète les auteurs à la mode, certains d'entre eux, comme Beaumarchais, étant même interdits à la cour. Ces comédies furent d'ailleurs suspendues à la mort de l'impératrice, le 29 novembre 1780. Cette dernière, qui avait paru fort inquiète de ces quelques représentations qu'elle qualifiait de nouveaux caprices de sa fille, redoutant des rapports trop familiers. Si la reine laissa le jeu en raison de ce deuil, puis d'une nouvelle grossesse, elle assista comme spectatrice aux pièces données par les acteurs professionnels des comédies françaises et italiennes. Elle revient au printemps de l'année 1782 et donne une grande fête en l'honneur du tsarevitch de Russie, Paul Ier, pour qui on joue un opéra comique et un ballet. Mais le rythme soutenu de la première année s'était affaibli.
et la troupe des seigneurs ne donnait guère qu'une seule représentation par an. Le dernier rôle connu de Marie-Antoinette fut celui de Rosine, dans Le Barbier de Séville, lors de la représentation du 15 septembre 1785, à laquelle assista l'auteur Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, jugé sulfureux et dont la comédie Le mariage de Figaro avait d'ailleurs été interdite jusqu'en 1784. Ce fut pendant les répétitions qu'éclata la célèbre affaire du collier de la reine. La scène du théâtre ne servit plus ensuite qu'à y dire quelques proverbes, car la mode avait passé, et le divertissement se déplaçait désormais vers le hameau, dont on finissait d'édifier les dernières chaumières, ou vers Saint-Cloud, qui accueillait les nouveaux spectacles. La reine et son entourage jouent dans la plupart des œuvres données sur la scène du théâtre. Cependant, les représentations importantes sont assurées par les chanteurs et danseurs de l'Académie royale de musique. Lors de la fête donnée le 6 juin 1782 en l'honneur du grand-duc Paul de Russie et la réception de Gustave III de Suède le 21 juin 1784. Voici les représentations qui ont été jouées par la troupe entre 1780 et 1785. Le 1er août 1780, La gageure imprévue, Sedaine et Le roi et le fermier, Sedaine et Monsigny. Le 10 août 1780, On ne s'avise jamais de tout, Sedaine et Monsigny, et les fausses infidélités de Barthéa. Le 6 septembre 1780, L'anglais à Bordeaux, Favart, et Le sorcier, Poincinet et Philidor. 19 septembre 1780, Rose et Colas, Sedaine et Monsigny, et le devin du village, Rousseau. 12 octobre 1780, Le devin du village et Le roi et le fermier. 11 avril 1782, La matinée et la veillée villageoise, ou Le sabot perdu, Pillé barré, et Le sage étourdi, Boisy. 6 juin 1783, Les sabots, Cazotte et Duny, Isabelle et Gertrude, Favart, et Les deux chasseurs et la laitière, Ansaume et Duny. 19 mars 1784, L'amitié sur le trône, Dinière, et Les Ondits, chevaliers de Boufflers. 19 août 1785, Le barbier de Séville, Beaumarchais. Voici un court extrait du chant qu'aurait dû certainement chanter Marie-Antoinette dans l'opéra du devin du village de Rousseau, puisqu'elle a tenu le rôle de Colette. Composition de la troupe des seigneurs. Madame Élisabeth, le comte d'Artois, le duc et la duchesse de Guiche, le comte d'Adhémar, le comte de Vaudreuil, le comte de Polignac, sa sœur et la comtesse de Polignac, le comte d'Esterhazy, le bailli de Cruseul et la comtesse de Châlons. Je vous laisse donc avec une présentation des portraits des membres de la troupe.
On eut bientôt envie de jouer la comédie. Ce n'était plus l'époque où, dans la crainte de la favorite, la du Barry, on se réduisait à jouer dans une armoire. Un charmant théâtre fut disposé au Petit Trianon. Des acteurs de la comédie française et italienne vinrent aider les débutants. Je me rappelle d'un certain Martelly, homme de vrai mérite et très au-dessus de son état. On aimait le voir, on le traitait bien, et néanmoins j'ai entendu dire qu'il s'était fait révolutionnaire. On débuta, si je ne me trompe, par la gageure imprévue, et le devin du village. La reine remplit dans la première pièce le rôle de Goth et celui de Colette dans la seconde. La comtesse Diane, Madame de Clainville, Madame Elisabeth Angélique, le comte d'Artois d'Étiquette, le baron de Bézenval, La Fleur, Monsieur d'Adhémar, Colin, et il s'acquitte à ravir de ce rôle, ayant encore une voix très fraîche et beaucoup d'aplomb. Le roi, Monsieur, Madame et Madame la comtesse d'Artois, composaient d'abord tous les spectateurs. Le roi sifflait sans façon, et l'on criait « À bas la capable !» à la porte le malveillant. Il en résultait des accès de gaieté, des éclats de rires interminables. Je fus l'une des premières dames admises comme spectatrice, attendu ma qualité de femme d'un acteur. Je vis jouer le barbier de Séville, la Métromanie, Rose et Colas, le roi et le fermier. La troupe triompha dans les plaideurs. La reine avait la voix fausse, mais d'une rare intelligence, elle jouait avec le naturel d'une actrice consommée. Monsieur se montra froid et prétentieux, mais spirituel. Monsieur le comte d'Artois, avec de l'étude, serait devenu un très bon acteur. Mais malheureusement, il ne savait jamais ses rôles. Cependant, il mettait une grâce extrême à tout ce qu'il faisait, et on aimait l'applaudir. Après moi, on admit des dames du palais et autres. Puis les officiers des gardes, ceux des princes, les écuyers du roi. Enfin, il y eut foule. Il fut convenu, écrit Madame Campan, que pour animer un peu les acteurs, on ferait occuper les premières loges par les actrices, les femmes de la reine, leurs sœurs et leurs filles. Cela composait une quarantaine de personnes. Dès lors, tumulte, bravo, caquet, il fallut fermer le théâtre. Les indications données corroborent avec celles de Madame Vigier-Lebrun, qui constate que la voix de Marie-Antoinette n'était pas toujours juste. L'entrée du théâtre se fait par un vestibule en hémicycle qui donne en face sur 2 pièces en enfilade et à droite vers les étages supérieurs. La première pièce, le foyer, de forme octogonale, ouvre sur la salle de spectacle, par une porte à double battant munie d'une belle serrure. Il est décoré, au-dessus des portes, de bas-reliefs représentant des muses, œuvre de Joseph Deschamps. La salle de forme ovale, tendue de moire et de velours bleu, de même que les appuis et les sièges, elle possède 2 rangées de loges avec un parterre en contrebas, encadré de 2 baignoires ceinturées de balustrades. Les baignoires sont en fait les loges au rez-de-chaussée de la salle. L'orchestre la sépare de la scène, dont l'ampleur surprend et qui permet d'accueillir plusieurs formes de spectacle, grâce à une machinerie complexe de fils et de bois. Au cintre, ce qui forme la partie supérieure de la cage de scène, l'espace compris entre le haut du cadre de scène, où sont les poulies, on y manœuvre verticalement des éléments de décor ou d'éclairage. Se trouvent encore des toiles et châssis de décor du XVIIIe siècle. À partir du 2e dessous, situé sous le plateau de scène, on actionne un grand axe qui enroule les fils de chanvre, permettant le déplacement en ciseaux des châssis de coulisses, mais aussi fait descendre les frises des cintres où on déroule les toiles de fond en lointain. Dans le vocabulaire théâtral, le lointain représente l'arrière de la scène, la partie du plateau la plus éloignée du public. À l'origine, l'éclairage de la rampe est assuré au moyen de 80 bougies réfléchies par un cuivre argenté. Les châssis de coulisses sont eux aussi éclairés à l'arrière de chacun des panneaux. Lors des représentations, la salle tient son éclairage, équivalent par tradition, à celui de la scène. De nombreuses lampes à huile, disposées dans des boîtes en fer-blanc sur les corniches. La fosse d'orchestre peut contenir 22 musiciens et la salle est de 254 places. Le trou du souffleur est situé au centre et à l'avant de la scène.
ajout du 19e siècle parce que le souffleur se tenait, sous l'Ancien Régime, dans les coulisses opposées au régisseur. En gros, un souffleur au théâtre, c'est une personne qui souffle les textes aux acteurs ayant un trou de mémoire. Le balcon est soutenu par des consoles en forme de dépouille de lion, et la seconde galerie est décorée d'une frise d'acanthe. Le théâtre est garni de sculptures qu'on a réalisées par souci d'économie en carton-pâte. Relevés d'or jaune et vert, les panneaux sont peints en imitation de marbre blanc veiné. La voussure est percée de 12 œils de bœuf séparés par des enfants tenant des guirlandes de fleurs et de fruits. En ornementation d'avant-scène se trouve à chaque coin une sculpture de 2 femmes tenant un candélabre. Elles portent d'un geste élégant un grand cornet garni de soleil, de roses, de lys, étagé en girandoles, parmi lesquelles brillaient 91 flammes de bougies. Le rideau, de couleur bleue, est soutenu par 2 bustes de femmes sortant d'une gaine. La voussure frontale comprend 2 œils de bœuf, et entre eux, le chiffre de la reine tenu par 2 muses couchées. Le chiffre, c'est un peu le monogramme des initiales de la personne. Le plafond, peint d'après l'original de Jean-Jacques Lagrenet, représente Apollon dans les nuages, accompagné des grâces et des muses, autour duquel voltigent des amours tenant des flambeaux. Accolé à la façade occidentale du théâtre, un petit bâtiment d'un seul étage abrite le foyer des musiciens, celui des artistes et quelques loges et coulisses. Au-dessus du vestibule se situe le petit appartement de Richard Mick, réaménagé en 1842 pour servir de foyer au public. Offert par Marie-Antoinette, il fut pour l'architecte un honneur et un gage incontestable de son talent, mais surtout un témoignage de sa docilité face aux fantaisies de la reine. Le décor du théâtre qui est faux les amène à la déception. Le lieu fut jugé sans valeur, ce qui malheureusement n'empêchera pas la vente du Beaumilier en 1794, ainsi que les tentures murales et le rideau bleu et or d'avant-scène. Les grandes torchères latérales échappèrent à ces ventes révolutionnaires. Lorsque Napoléon prit possession du Petit Trianon, il ordonna des rénovations du théâtre de la Reine, abandonné depuis la Révolution et très dégradé. C'est sous la direction de l'architecte Trepsat qu'on réalisa un entoilage en papier peint bleu impérial, un aigle impérial rehaussé d'or sur une toile de fond azur, installé au-dessus de la scène à la place du chiffre de Marie-Antoinette. Et l'on aménagea la loge impériale sous une grande toile en forme de tente militaire. Quelques retouches furent réalisées sur l'ancien décor, mais la mise en place d'un nouvel éclairage, un lustre en cuivre doré et cristal de Bohême, comprenant 28 lampes, obligea à percer la toile de Lagrenet qui ornait le plafond. Après cette restauration, on remeubla le parterre avec 18 banquettes et 12 tabourets, et les loges avec une centaine de chaises de hêtre imitant l'acajou, de même que les appuis des loges et des baignoires étaient couverts d'un velours d'Utrecht de couleur bleue. Le théâtre rouvre avec la représentation symbolique du barbier de Séville le 5 août 1810. Le 9 août, on joue les femmes savantes, et l'année suivante, le 25 août, l'empereur donna une grande fête au Petit Trianon en l'honneur de son épouse. Et l'on interpréta sur la scène de la comédie les projets de mariage d'Alexandre Duval et la grande famille ou la France en miniature de René Alisson de Chazé. Comme Marie-Antoinette qui se rendait à la comédie abritée par une treille, Napoléon et Marie-Louise y accédaient à partir du Grand Trianon par un corridor en coutille. Le coutil, c'est en fait un fil de chanvre ou de lin, souvent mélangé de coton, lisse et serré, comme le coutil d'un sommier, d'un matelas, un pantalon de coutille, dérivé de l'ancien français, coute, autre forme de couette. Le théâtre ainsi que le Petit Trianon ne furent pas utilisés par la duchesse d'Angoulême, qui hérita pourtant du domaine. La duchesse d'Angoulême est en fait Marie-Thérèse de France, dite Madame Royale, fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI. Après la campagne de rénovation qu'ordonne Louis-Philippe en 1835, il assiste à plusieurs spectacles qui eurent lieu sur la scène du Petit Théâtre. Et il fit à cette occasion rétablir le chiffre, donc le monogramme de Marie-Antoinette, sur la voussure, et l'on recouvrait les murs de papier cramoisi à motif de palmette. La palmette est un motif ornemental et décoratif en forme de feuilles de palmier.
et le peintre et décorateur de théâtre Cicéry réalise une copie de la toile endommagée du plafond dans le style Louis XVI. Voici donc les représentations sous Louis-Philippe. 22 juin 1836, le gamin de Paris, Bayard et Van der Buch, et Renaudin de Caen, Duvert et Lausanne. 11 août 1836, le Préauclair, Hérold et Planard. 18 octobre 1837, Moïse, Luigi Balucci et Étienne de Jouy, Rossini, et l'Italien à Alger, Angelo Anelli et Rossini. 19 octobre 1837, la fille d'un militaire, Henri Horace Meyer et Paul Laurencin, et le mauvais œil, Louisa Puget, Eugène Scribe et Gustave Lemoine. 21 octobre 1837, Prosper et Vincent, Duvert, et La Neige ou le Nouvel Éguinard, Aubert Scribe et Delavigne. 22 octobre 1837, Le Barbier de Séville. En 1835 et 1836, il créa aussi plusieurs fonds de décors. Un intérieur rustique, une place publique, une forêt et un salon riche. Quelques aménagements ont lieu sur le proscénium, donc l'avant-scène, afin d'abaisser un nouveau rideau de manœuvre lors des changements de décor. Paër, ancien maître de la chapelle de Napoléon Ier, dirige 3 opéras à l'occasion du mariage de la princesse Marie avec le duc Alexandre de Wurtemberg en octobre 1837. Au début du XXe siècle, la salle est très délabrée. En raison d'infiltrations dans la toiture, elle fut restaurée grâce à la donation Rockefeller entre 1925 et 1936 pour un budget de 700 000 francs. Le plancher fut alors refait et le papier de tapisserie bleue fut rétabli d'après un fragment que l'on avait conservé. Le rideau de manœuvre bleu fut déplacé vers l'avant-scène pour remplacer le rouge qui avait été installé au début du XIXe siècle. La toile du plafond, par la Grenée, ayant disparu, on la remplace en 1968 par une copie. Peu d'améliorations furent apportées au théâtre. En tant que dépendance du domaine de Trianon depuis sa création, il est intégré en 1995 à une nouvelle structure juridique dénommée Établissement public du musée et du domaine national de Versailles, et ayant une autonomie de gestion financière sous la tutelle du ministère de la Culture. La campagne de restauration démarrée en 2001 est réalisée grâce au mécénat de World Monument Fund France, organisation non gouvernementale destinée à recueillir des fonds pour la préservation du patrimoine mondial, dans le cadre d'un accord signé en 1997 avec Hubert Astier pour un montant de 700 000 $. Outre la réfection du plafond et des structures des balcons qui menaçaient de s'effondrer, les travaux sous la direction de Pierre-André Lablaude ont été basés sur une étude précise des archives du XVIIIe siècle, afin de restituer le théâtre tel que l'avait connu Marie-Antoinette, au détriment d'ailleurs des normes actuelles de sécurité, ce qui obligea à renoncer à son authenticité fonctionnelle pour préserver son authenticité esthétique. On reconstruit aussi la loge royale qui avait disparu. Les tissus furent fabriqués avec le motif de quadrillage de Richard Mink. À la mi-décembre 2020, le nouveau rideau d'un bleu cobalt avec une bordure dorée et richement ornementée est en réalité une toile de lin peinte en trompe-l'œil qui imite un plissé, explique le conservateur. Une restauration que d'ailleurs vous pouvez voir sur le TikTok du château de Versailles. La machinerie a été remise en état sous l'égide de Jean-Paul Gousset, directeur technique de l'Opéra de Versailles. Et les changements de décor à vue sont à nouveau possibles, de même que le tonnerre retentit comme autrefois grâce à une sorte de chariot aux roues déformées. Mais le théâtre reste un musée, conservatoire des arts et techniques du spectacle, et les représentations publiques n'y peuvent pas être autorisées par la commission de sécurité. Il reste l'un des rares témoignages restés intacts de ces machineries historiques, un miracle de conservation, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Avec le Grand Théâtre de Versailles, le Théâtre de Napoléon III, de Fontainebleau et le Théâtre impérial de Compiègne. Classé avec le Château de Versailles et ses dépendances au titre de monument historique par la liste de 1862 et par arrêté du 31 octobre 1906, il est également inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le théâtre est aujourd'hui accessible au public, dans le cadre du Musée national du Château de Versailles et de Trianon, au sein du domaine de Marie-Antoinette.
C'est une salle qui n'accueille que très rarement du public, jugée très fragile, malgré sa restauration en 2001. La salle n'a jamais été remise aux normes pour rester fidèle à son histoire. Sa visite se limite à un aperçu de la salle depuis le vestibule, d'avril à la fin du mois d'octobre. Il y a un concert chaque 2 ans, et on est tellement ému en écoutant les notes de musique s'échapper de la fosse.